Alors, on va démarrer ce webinaire sur les impacts de la dématérialisation des processus sur la trésorerie des entreprises. Je vous remercie à tous de vous être connectés. Donc, n'hésitez pas à faire vos remarques ou à poser vos questions dans le chat. Nous avons 2 personnes qui sont connectées et qui pourront vous répondre. Et puis, on pourra de toute façon faire une question de réponse à la fin. Donc, ce webinaire va durer à peu près 45 minutes. Donc je me présente, je suis Nathalie Keller, je suis chef de marché chez l'éditeur de logiciels de gestion EBP Informatique. Et je suis accompagnée de Patrice, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, Patrice Carmon, directeur des partenariats chez Quadient, et je m'occupe des relations avec EBP dans le cadre du partenariat que nous avons mis en place. Alors, on va démarrer. Donc aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la digitalisation et comment elle agit sur la trésorerie de manière positive. Donc, ces dernières semaines et mois, on a tous vécu un contexte un petit peu particulier qui nous ont amenés à modifier significativement nos manières de travailler. Alors pour certaines entreprises, le télétravail était déjà en place et c'était déjà des choses connues. Pour d'autres, c'est devenu complètement nouveau. La visioconférence, les réunions à distance, etc. Les échanges de documents aussi dématérialisés qui se sont accentués. Donc tout ça, les entreprises qui étaient déjà dotées de solutions digitales, clairement, ça a été beaucoup plus facile pour elles de s'adapter, forcément, puisqu'elles avaient déjà les outils en place. Et puis celles qui n'avaient pas encore ce genre d'outils ont dû réagir très vite. Pour certaines, déployer des outils un petit peu dans l'urgence pour assurer la continuité du travail pour celles qui le pouvaient. Donc en fait, ce confinement a aussi montré fortement l'intérêt vraiment positif d'avoir des processus digitalisés et dématérialisés pour permettre tout simplement d'être beaucoup plus réactifs et beaucoup plus agiles. Alors aujourd'hui, c'est cette crise qui nous a amené un petit peu à accélérer les choses, mais demain, on va peut-être aussi modifier profondément nos manières de travailler. Ça va peut-être aussi aider, accentuer ces processus de dématérialisation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était déjà un défi jusqu'à présent, mais ça va l'être encore plus en 2020. En tout cas, il prend encore plus tout son sens, puisqu'en fait, clairement, cette dématérialisation et cette digitalisation jouent un rôle très important dans la productivité des entreprises et surtout dans leur compétitivité, puisque aujourd'hui certaines entreprises qui sont un petit peu en retard ou autres pourraient perdre en tout cas du terrain par rapport à leurs concurrents qui avec des processus digitalisés sont plus réactifs que d'autres. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est déjà d'une manière globale quels sont les processus qui sont dématérialisés dans les entreprises. Donc il y a plein de termes qui tournent autour de ce sujet. On a la transition numérique, la dématérialisation, la digitalisation. C'est des termes qu'on entend parler depuis quelques années maintenant, mais qui de plus en plus deviennent un sujet vraiment au cœur de la réflexion des entreprises. Ça devient vraiment un enjeu majeur pour tout le monde, quels que soient les secteurs d'activité. On voit que tout le monde finalement finit par être concerné par ces processus de dématérialisation. Certains sur tous les plans organisationnels de l'entreprise, d'autres que sur certains. Ça va impacter différemment chaque entreprise selon son secteur d'activité. Au final, ça va quand même remettre en cause le fonctionnement de l'entreprise et la façon dont on travaille, puisque se lancer dans un projet de digitalisation ou de dématérialisation, ça nécessite de refondre quand même en profondeur la façon de travailler, la façon de s'organiser, mais pour derrière, bien sûr, des bénéfices très acceptables. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs études sur le sujet qui sont constamment en cours. Aujourd'hui, on estime qu'en moyenne, un collaborateur va perdre 60 minutes par jour à rechercher des documents papier, par exemple, que ce soit des factures, des bulletins, des documents, des contrats, peu importe. C'est une estimation globale. On estime aussi qu'une entreprise va consacrer entre 5 et 15% de son chiffre d'affaires à la gestion de ces documents papier. Donc mine de rien, c'est là aussi des postes sur lesquels on peut travailler pour avoir des économies.
Et enfin, on estime aussi que les entreprises françaises vont utiliser plus de 900 000 tonnes de déchets de papier chaque année, donc ce qui est énorme. Et puis pour des fois des usages, on va dire vraiment très sommaires, hein. On va avoir une durée de vie du document qui va être extrêmement rapide et donc du coup peut-être aussi inutile et gâché. Donc la dématérialisation, ça simplifie clairement l'organisation des entreprises parce que ça facilite l'accès à l'information et aux données pour les collaborateurs. Ça permet de s'affranchir bien sûr de lourdeurs administratives, d'améliorer l'organisation interne en fluidifiant les processus et puis d'avoir aussi une notion de traçabilité différente et beaucoup plus sécurisée. Donc vraiment la dématérialisation, c'est sûr que c'est un projet large et important à mener pour une entreprise, mais c'est vraiment un investissement efficace qui va être améliorateur de la trésorerie et pas forcément un améliorateur de trésorerie à long terme, hein. Le déploiement maintenant avec les solutions qui existent sur le marché est relativement simple à mettre en place. Le ROI est plutôt rapide, hein. En général, les estimations elles sont entre 5 et 6 mois pour voir vraiment une action sur la trésorerie. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est vraiment une chose qu'il faut avoir à l'idée. Alors chacun mène sa transition digitale et sa transition vers la dématérialisation à son rythme, hein, mais c'est vraiment des projets qu'il faut intégrer dans son organisation de travail, qu'on soit une TPE, une petite entreprise ou une PME. Alors souvent, il y a des clients qui nous disent « Oui, mais moi, je suis une TPE, je me sens pas concerné aujourd'hui par la dématérialisation. » Mais même pour des petites entreprises, le gain derrière de temps et d'ailleurs de coûts financiers est non négligeable également. Alors, quels sont les facteurs aujourd'hui qui vont amener à la dématérialisation? Il y en a plusieurs. On enfonce un petit peu des portes ouvertes. Je pense que vous êtes tous majoritairement à connaître ces facteurs, mais c'est toujours bien de les rappeler. On a dans un premier temps, bien sûr, le marché, hein, tout ce qui est transition numérique, digitalisation, l'avènement vraiment du modèle cloud en ligne, des solutions, l'évolution de tous ces usages avec tous les outils connectés qu'on a, nous amène indéniablement à forcément dématérialiser. On s'en rend moins compte peut-être, hein, du coup, puisque les usages changent. Typiquement sur une banque, aujourd'hui, les relevés bancaires papier, bah voilà, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui tend à disparaître. Et finalement, on a été amené progressivement à ne plus utiliser que les services sur son smartphone pour accéder à sa banque, voir ses comptes, télécharger ses relevés. Donc tout ça se fait de manière progressive. Deuxième facteur intéressant, c'est forcément la réduction et l'optimisation des coûts que va procurer la dématérialisation, donc en termes de gains de temps déjà, hein, d'une part, et de gains financiers, et qui vont du coup forcément avoir un effet positif sur la trésorerie derrière. Donc je laisserai Patrice revenir en détail derrière sur ces optimisations de coûts. Un impact évidemment sur l'environnement. Aujourd'hui, on a beaucoup de sujets autour de l'environnement et ce dans tous les domaines, hein, que ce soit le côté éco-responsable en termes de limitation des déchets, que ce soit le zéro papier dont on parle déjà depuis plusieurs années, l'impact écologique lors de nos déplacements, etc. Donc aujourd'hui, l'environnement est au cœur quand même des enjeux, que ce soit à tous les niveaux, personnels ou professionnels. Et du coup, il est important de dire que la dématérialisation va aussi s'inscrire dans ce contexte-là. Le besoin de traçabilité, qui va être beaucoup plus évident à gérer avec des outils dématérialisés qu'avec des outils papier, où finalement on a peut-être moins de traces de ce qui est passé entre chaque main, à quel moment, qui l'a eu, etc. Alors que là, avec des outils dématérialisés, que ce soit des outils de GED ou des outils de facture électronique, on va avoir forcément des processus dans lesquels on peut vérifier des choses. Et du coup, se dire, voilà, on sait quelle personne l'a eu, quel jour, quand est-ce que ça a été fait par qui. Un facteur effectivement qui est important, j'en parlais tout à l'heure en début, c'est la compétitivité et la réactivité des entreprises. Aujourd'hui, une entreprise qui est digitalisée, elle va avoir des avantages indéniables sur ses concurrents en termes de réponse aux différentes offres sur les différents marchés, etc. Et même de réactivité entre les collaborateurs au sein de l'entreprise, hein, avec une meilleure circulation de l'information,
donc une meilleure, on va dire, recherche de l'information aussi. Ce qu'on disait tout à l'heure, le temps qu'un collaborateur va perdre peut-être des fois à retrouver une information à laquelle il aura accès beaucoup plus facilement avec des outils digitalisés. Donc, qui rejoint également aussi le besoin de travail collaboratif, forcément. Le fait de pouvoir partager l'information au sein de plusieurs collaborateurs en temps réel, de manière très rapide. Un collaborateur qui est sur le terrain, qui a besoin d'un document, hop, on le met dans un outil qui est digitalisé, qui est accessible à tout le monde, on le partage en temps réel, tout le monde a l'information, tout le monde peut réagir dessus, commenter, etc. Donc ça, c'est aussi très important. Et puis, j'allais dire, un facteur qui est d'ailleurs peut-être celui qui a le plus poussé vers cette digitalisation, qui est la législation, puisqu'effectivement, eh bien, quand l'administration met en place des processus de dématérialisation et qu'elle les oblige légalement, eh bien là, ça force les entreprises à se digitaliser, qu'elles le veuillent ou non. Donc, si on en vient au processus que les entreprises vont digitaliser, c'est véritablement, j'ai envie de dire, tous les processus qu'on va rencontrer dans tous les différents services ou corps de métier de l'entreprise. Alors, on parlait de la légalité là juste avant. Effectivement, l'administration, donc je vous le disais, par les décrets et les lois qu'elle fixe, force les entreprises quelque part à accélérer un peu leur processus de digitalisation. On le voit avec tout ce qui est télédéclaration et télépaiement, que ce soit de la TVA, les liasses fiscales, les différentes liasses fiscales à fournir, la DSN, plus récemment encore le prélèvement à la source. Toutes ces nouvelles lois et décrets finalement obligent les entreprises à être connectés et à digitaliser leur processus. Pareil, le contrôle de comptabilité informatisée, avec notamment les contrôles fiscaux qui se digitalisent de plus en plus, et avec la fourniture du FEC, qui est le fichier des écritures comptables. Donc là, pareil, l'idée, c'est forcément que l'administration va faciliter ces contrôles en les digitalisant et en étant à distance, ce qui va leur prendre moins de temps que d'aller se déplacer directement dans les entreprises. Ça va faire partie d'un second volet s'il y a besoin d'explorer plus en profondeur le contrôle. La facturation B2B, donc des entreprises vers le gouvernement, ça, je pense que vous en avez tous entendu parler si vous travaillez avec des établissements publics, puisque toutes les entreprises sont maintenant rentrées dans le dispositif de Chorus Pro quand elles ont besoin de facturer les institutions publiques. Donc là encore, l'État a été acteur et moteur, on va dire, dans la partie digitalisation. Pour les entreprises qui n'auraient pas voulu ou qui traînent un peu à aller dans la facturation électronique, là, typiquement, dès lors qu'elles facturent des établissements publics, il n'y a plus trop le choix. Pareil sur la partie appel d'offres pour les marchés publics, qui se sont aussi, eux, digitalisés selon les montants adressés. Donc voilà, donc finalement, l'administration, c'est un véritable facteur de digitalisation de l'entreprise qui pousse de toute façon le programme de transition numérique. Et vous verrez d'ailleurs qu'il y a encore des choses qui sont prévues dans le projet de loi de finances à venir, ou qui sont du moins en réflexion pour continuer d'aller dans ce sens-là. Et puis ensuite, on a bien sûr, outre l'administration, on a la digitalisation avec les partenaires de l'entreprise, donc que ce soit en interne ou en externe. Donc, on va dématérialiser tout ce qui est facture de vente et d'achat. Ça, c'est vraiment le gros du processus, ce qui va nous intéresser d'ailleurs aujourd'hui. La signature électronique des différents documents, des contrats, des commandes. Ça, c'est très important dans le contexte que nous avons vécu et qu'on est encore en train de vivre un petit peu. Il y a des entreprises qui ont pu maintenir aussi leur activité en faisant signer à distance les documents, alors qu'avant, peut-être ils se déplaçaient. Et s'ils n'avaient pas eu typiquement ce genre d'outils, ça aurait été compliqué pour eux de continuer leur activité. Tout ce qui va être notion aussi de recouvrement de créances et de lettres recommandées pour rappeler des paiements. Donc là encore, on va jouer aussi sur la trésorerie, on va accélérer les paiements en se dotant d'outils qui nous permettent justement d'accélérer ce processus-là. La partie note de frais, avec aujourd'hui
un nombre grandissant d'applications de notes de frais sur le marché pour saisir rapidement ces justificatifs, les transmettre de manière instantanée au service RH, encore une fois, hein, raccourcir les délais, gagner du temps et puis gagner derrière en trésorerie. La partie bulletin de paye électronique, pareil, hein, tout ce qui est aussi gestion des absences et des congés automatisés ou les entretiens de fin d'année des collaborateurs, par exemple. Et enfin, pour tout ça, la partie stockage de documents, donc avec la GED, mais la partie aussi stockage sécurisé avec l'archivage électronique. Hein. La GED, c'est une chose qui va permettre donc de stocker, de retrouver rapidement des informations, mais derrière, on a aussi la notion d'archivage électronique pour avoir cette fameuse valeur probante sur les documents, puisque un document électronique reste de même valeur qu'un document papier et doit du coup être réalisé dans les mêmes j'ai envie de dire, contraintes réglementaires qu'un document papier. Donc voilà pour un petit peu globaliser cette introduction sur la partie digitalisation au sens large et dématérialisation. Donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de facteurs qui incitent à se digitaliser. Et on voit que tous les processus d'une entreprise peuvent aujourd'hui trouver une réponse à la digitalisation et à la dématérialisation. Alors, le sujet qui va nous animer maintenant en deuxième partie, ça va plutôt être la partie facture électronique. Et donc, je vais laisser la parole à Patrice pour qu'il vous fasse ce focus sur la facture électronique. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette introduction. Et effectivement, l'un des documents les plus sensibles à digitaliser est la facture. Donc, on est sur un marché quand même au niveau B2B où on va traiter 2 milliards de factures. Et sur ces 2 milliards de factures, trop peu sont encore au format électronique. Cependant, en France, on voit une augmentation de cette transformation puisque 66% des entreprises ont opté aujourd'hui pour une solution de démat électronique et 71% des entreprises qui sont non équipées le font dans les 24 mois. Donc, quelque part, cet enjeu digital est pris en main par les entreprises. Et dans ce contexte actuel, les dirigeants de PME ont besoin de solutions concrètes qui vont simplifier leur gestion au quotidien et leur assurer une bonne qualité d'échange avec l'ensemble des acteurs dans leur écosystème, que ce soit des clients, des fournisseurs, des banques ou des administrations. Donc, cet écosystème favorable, on va reprendre certains points qui ont été développés par Nathalie, c'est-à-dire qu'on va être dans un contexte réglementaire avec quelques dates clés, à savoir l'apparition de l'EDI en 1990, la signature électronique en 2003, le portail Chorus Pro, effectivement, en 2014, lorsque le débiteur et l'État, avec l'obligation de déposer au format électronique, et le projet de loi de finances de 2020, qui va nous intéresser B2B, puisque ça va rendre obligatoire la facturation électronique pour tous ceux qui sont assujettis à la TVA, avec un calendrier prévisionnel qui va s'étendre de 2023 à 2025 et dont on connaîtra les modalités de mise en œuvre en septembre 2020. Donc, effectivement, ça démontre la volonté du gouvernement de rendre accessible la digitalisation dans le processus du DAF dans toutes les entreprises. On a aussi également un contexte économique qu'on développera un peu plus tard, mais déjà sur ce premier point-là, toutes les organisations, quelle que soit leur taille, sont concernées par cette dématérialisation. Et c'est un véritable levier de rentabilité pour l'entreprise, puisqu'on le verra plus en détail tout à l'heure, on va réduire les coûts de traitement de factures, améliorer l'efficacité et la productivité des collaborateurs, ainsi que la trésorerie, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Également, on a un contexte écologique, puisque aujourd'hui apparaît l'émergence de la responsabilité environnementale des entreprises. C'est devenu une préoccupation majeure de celle-ci, qui tendent à diminuer leur consommation de papier et ainsi aussi également réduire l'empreinte carbone. Un contexte technologique, puisqu'on a pas mal d'évolutions technologiques, par exemple autour de la facture avec FactureX, et des outils comme l'ossérisation, la RAD, la LAD, la signature électronique, l'intelligence artificielle, qui sont des paramètres proches de la démat et de la digitalisation. Et également un autre contexte commercial vis-à-vis des partenaires, puisque
on est entouré de plus en plus de partenaires digitaux exigeants et dont la relation est devenue un axe important et prioritaire autour du DAF, puisque vous voyez que le DAF, en fait, est l'un des promoteurs de la démat au sein de l'entreprise. Donc, si on vient sur le DAF, effectivement, quelques chiffres clés, que ce soit sur les factures de vente ou sur les factures d'achat. Le prescripteur, c'est le DAF. Donc, lui, il a plusieurs enjeux qu'on décrira tout à l'heure. Donc, il doit être conforme, effectivement, à la réglementation en vigueur, s'assurer de la sécurité des documents et des échanges des données sur la partie facture client, assurer un gain de temps et réaliser des économies dans 65% des cas. Sur la partie facture fournisseur, l'idée, c'est que on se rend compte que 5% du CA d'une entreprise est consacré à la gestion des documents papier. C'est encore trop. Comme je le disais tout à l'heure, les DAF positionnent le traitement de la facture à dématérialiser comme un des axes majeurs, surtout au niveau fournisseur, puisque c'est très chronophage. Et aussi, le coût de traitement d'une facture de fournisseur est encore élevé et on expliquera tout à l'heure comment on a la possibilité de le réduire. Donc, on a différents enjeux qu'on va lister là. Donc, savoir déjà avoir une conformité par rapport à la réglementation en vigueur. Parce que l'adoption de la facture électronique n'est pas seulement un enjeu de fluidité et de compétitivité, c'est aussi, pour les entreprises, une notion de conformité. On l'a vu déjà en 2014 avec Chorus Pro, et on le voit aussi aujourd'hui avec le projet de loi de finances. Un autre enjeu pour l'entreprise, c'est comment diminuer les coûts de traitement des factures clients-fournisseurs. Alors, quelques chiffres. Aujourd'hui, au format papier, le traitement d'une facture client va être compris entre 8 et 9 euros, entre l'impression, la mise sous pli, le temps de pliage, regroupement, la mise à disposition à l'opérateur postal. Pour la partie fournisseur, la réception du document, la saisie manuelle des informations, l'approbation, le paiement, l'archivage, on est sur un coût entre 14 et 15 euros. Le passage à l'électronique va réduire de près de 60% de ces coûts-là, et le traitement d'une facture papier va passer, une facture client, pardon, va passer entre 4 et 5 euros, et celui du traitement de facture fournisseur entre 8 et 9 euros, en fonction des étapes que vous allez réussir à digitaliser ou non. Donc, autre enjeu également pour le DAF et pour l'entreprise, réduire le cycle de traitement des factures et gagner du temps. Comme je le disais, on va réduire à peu près de 60% les coûts. Ce résultat est obtenu notamment grâce à une simplification des relances. Vous allez avoir moins de litiges. Le rapprochement automatisé des factures et la traçabilité permet un accès automatique des documents qui sont archivés. Donc, vous allez réduire vos délais de paiement, puisque c'est vraiment là le nerf de la guerre, puisque aujourd'hui, on a toujours des délais de paiement qui sont beaucoup trop longs, et le fait justement de les digitaliser, les tracer, ben, vous allez réduire ces derniers. On a la possibilité également de informer le fournisseur en temps réel de la bonne réception des factures chez ses clients, et dans certains cas, on peut même suivre l'avancement de leur traitement. Autre point aussi que l'on néglige un petit peu, mais qui est quand même assez important, c'est comment améliorer la relation avec les partenaires commerciaux et ainsi réduire les litiges. Cette fluidification des relations commerciales clients-fournisseurs est importante. Et donc, grâce à l'automatisation des échanges de la facture entre les parties, tout ça, vous allez gagner en rapidité. Les données vont être comptabilisées de façon automatique et vont être beaucoup plus fiables à traiter. Et le dernier point, c'est comment améliorer le recouvrement et optimiser la trésorerie. On va prendre quelques exemples très simples. Si vous voulez, on va optimiser la trésorerie et la gestion de bas de bilan, c'est-à-dire de l'actif circulant. Par exemple, sur les sociétés d'affacturage, en simplifiant et en sécurisant les échanges via la facture électronique, on va réduire les coûts de traitement et les risques encourus par ces sociétés. Cette simplification va faciliter
le recours, par exemple, à la cession de créances, contribuant ainsi à une optimisation de la trésorerie des entreprises. Donc, on va mieux suivre les créances clients. On va pouvoir aussi également, le cas échéant, automatiser toute la partie relance et dans ce cas-là, accélérer la rentrée de cash. Puisque, comme je disais préalablement, vraiment le nerf de la guerre et ce qui est sensible pour les entreprises aujourd'hui, c'est le rallongement des délais de paiement et ça peut avoir des conséquences dramatiques pour les entreprises puisque du fait de ce non-respect, certaines sont obligées effectivement de recourir à un dépôt de bilan et voire même, le cas échéant, à la faillite. Donc, tout ce contexte mis en place, on a souhaité aussi partager avec vous le partage d'expérience, excusez-moi, d'un client qui travaillait sur une solution papier au départ et qui ensuite est passé sur une solution complètement digitalisée. Donc, il s'agit de la société Altacocept, qui est un éditeur de logiciels sur le domaine PME agroalimentaire depuis 2001 et qui conçoit et développe des solutions pour ses clients adaptées à l'agro, effectivement, et chez les grossistes. Donc, Monsieur Lochet nous a fait le plaisir de nous partager son expérience et la première question est de savoir, Monsieur Lochet, comment était géré votre processus de facturation et d'où vous est venue l'idée de digitaliser justement ce processus-là. Donc, on va dire, avant de passer à la dématérialisation des factures, on éditait nos factures, on éditait nos traites, on éditait des relevés de factures. Ça nécessitait pas mal de manutention pour regrouper les documents, pour optimiser les frais postaux aujourd'hui. Et ça demandait du temps parce que, on va dire, le service ADV, des fois, mettait 1 journée à 2 journées pour regrouper les documents et préparer l'envoi. Donc, ça représente du temps et ça demandait du temps de communication de la facture auprès de nos clients assez long. Donc, j'ai réfléchi à l'ère moderne et je me suis dit, maintenant que fiscalement, on peut envoyer des documents dématérialisés, en signé, pourquoi pas ne regrouper tout ça et obliger mes clients à la dématérialisation des factures. D'accord. Voilà. C'était le point de départ. Il y avait un côté un petit peu aussi par rapport image écologie qui se démarquait par rapport à ça. Donc, je me suis dit, il faut supprimer cette gestion papier au maximum, parce que je sais bien qu'il y avait certains clients qui accepteraient et d'autres qui n'accepteraient pas, je veux dire, la dématérialisation. Et donc, j'ai commencé à rechercher un partenaire et je me suis rapproché de la société Cadian. C'était Néopost à l'époque, on va dire. Voilà. Donc, l'objectif de tout ça, c'était vraiment de gagner du temps, se moderniser. Et il y avait aussi un autre facteur qui, pour moi, était important, c'était la traçabilité de la facture auprès de mes clients. Parce que j'entendais souvent, je n'ai pas reçu ma facture, et il fallait la renvoyer par courrier en plus. Donc, on perdait du temps sur les règlements et le fait de dématérialiser les factures, ça nous a permis de dire, quand on avait ce phrasé au client, mais non, vous avez reçu le mail à telle date et telle heure, même telle seconde, et on a éliminé beaucoup de ces dires. Ok. Voilà. Et dans ce cas-là, pourriez-vous nous décrire votre processus actuel après la digitalisation et l'impact que ça a eu sur le pilotage de votre trésorerie au quotidien? Oui. Alors, je dirais aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que quand on lance, on va dire, les traites, les relevés, les factures, on ne s'occupe plus de rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le regroupement se fait automatiquement, on va dire, le soir, 1 fois par jour, et sont transmis aujourd'hui, on va dire, soit par mail, avec le regroupement, ou pour très peu de nos clients qui sont restés papier, je crois qu'aujourd'hui, on doit avoir 10% des clients qui ont refusé le papier, sont envoyés sans qu'on s'occupe de rien. Et on va dire ce qui est traité le soir est renvoyé le lendemain sans s'occuper de quoi que ce soit. Donc on a gagné beaucoup de temps en temps humain parce que la personne qui faisait les tris, ils ne font plus rien. On a gagné du temps financier, c'est-à-dire que
le traitement de ces documents par mail nous coûte nettement moins cher que le papier aujourd'hui. Voilà. Et il y a un autre facteur qui a été aussi important pour moi, c'est le côté archive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait un classement à faire, il y avait de la place à gérer. Il y avait, quand il fallait rechercher une facture, c'était assez compliqué. Il fallait dans l'archive tourner les pages. Aujourd'hui, avec le moteur NeoTouch, on retrouve une facture très facilement. S'il faut renvoyer un duplicata, ça arrive encore de temps en temps, on va sur NeoTouch, on clique, on renvoie. Et on a gagné énormément de temps par rapport à ça. Il n'y a pas photo et je ne reviendrai jamais en arrière. Ok. Alors, sur ce projet que vous avez mis en place maintenant, comment avez-vous été accompagné dans cette démarche de digitalisation? Alors, déjà, ce que j'ai dit, c'est que j'ai fait des recherches de plusieurs prestataires et quand je vous ai choisi, on a partagé mes difficultés. Et à partir de là, on a défini ensemble un cahier des charges qui nous a permis de scinder les besoins de regroupement de documents, de mélanger, on va dire, l'envoi par mail, l'envoi par voie postale, etc. Donc, tout ça a été relaté par un cahier des charges qu'on a validé mutuellement. Et après, vous avez fait le développement du modèle, on va dire, et nous l'avons recetté ensemble relativement rapidement, parce que on va dire qu'on n'a pas eu de problème majeur, ça a été très vite fait. Et puis moi, dans l'exposé, vous avez dit qu'il y avait un retour sur 6 mois, 1 an. Moi, j'ai retrouvé que l'effet était très rapide, parce qu'en parallèle, j'avais mené une action de communication auprès de mes clients pour la dématérialisation par mail, en disant que c'était obligatoire pour pousser mes clients à passer là-dessus. Ok. Bon, voilà. Alors, dernière question, quels conseils, recommandations feriez-vous pour réussir un tel projet et son implémentation? De bien identifier tous les flux de documents dématérialisés au-delà de la facture. Ça, je pense que c'est assez important pour réussir cette voie-là, et de communiquer fortement aux clients qu'on veut dématérialiser les factures. Voilà. Je dirais que c'est vraiment le gros principe. Il faut pousser un peu les clients à accepter la dématérialisation, mais bon, plus ça va, plus c'est facile. Ouais. Et il y a une ouverture d'esprit beaucoup plus facile aujourd'hui à recevoir des factures PDF. Ouais, d'autant plus que le projet de loi de finances de 2020 va rendre cela obligatoire. Donc, voilà. Autant être prêt aujourd'hui pour pouvoir ensuite répondre aux exigences législatives. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Merci beaucoup, M. Lochet, pour votre témoignage. Maintenant, autre point que l'on aimerait aborder, voilà, c'est comment EBP et Quadient vont accompagner les entreprises dans leur projet de démat. Alors, on a souhaité matérialiser cela à travers quelque chose de très simple, un schéma, puisque le schéma est vraiment le document le plus simple à comprendre. Depuis votre environnement BP, votre gestion commerciale, pro ou Link PME, vous allez créer vos documents, créer vos factures et les envoyer de façon automatique à la plateforme NeoTouch Facture. Donc, la seule action que vous avez à faire, c'est sélectionner vos clients à traiter, les factures ou les avoirs, et ensuite, vous les télétransmettez à la plateforme. Nous, on va recevoir différents éléments. On va recevoir la facture PDF des clients concernés, ainsi qu'un petit fichier technique où nous allons extraire toutes les informations, dont le mode d'envoi qui aura été sélectionné par le client final. À savoir que de toute façon, aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire. Donc, on va avoir quand même des clients finaux qui souhaitent recevoir leurs factures ou leurs avoirs au format papier. Le fait de partir sur notre solution, c'est qu'on va avoir l'exhaustivité de ces modes d'envoi, que ce soit email, portail ou papier, et que petit à petit, vous allez accompagner et convertir vos clients papier vers le dématérialisé. Donc, je récupère les documents, je garde le format fichier de départ, j'y ajoute la signature ou pas, et ensuite, j'expédie en fonction du canal qui a été choisi. Et vous allez avoir des indicateurs et des tableaux de bord disponibles
sur la plateforme pour savoir quand est-ce que celle-ci est bien arrivée chez le client, quand est-ce qu'il l'a consultée. Et puis ensuite, on vous fait les reportings, vous permettant, pourquoi pas, de pouvoir gérer vos relances et d'avoir un meilleur traitement de votre BFR. Donc voilà, de façon très synthétique, comment on a mis en place cette dématérialisation des factures entre EBP et Quadient. D'accord ? Je repasse la main à Nathalie pour pouvoir ensuite répondre aux questions que vous avez mises sur le chat. Merci Patrice. Alors j'espère que cette présentation a été claire pour vous. On arrive sur la fin de la session. On a quelques questions qui ont été posées dans le chat auxquelles on va répondre en direct. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les noter, qu'on puisse y répondre. Alors, on a une question pour Monsieur Lochet d'ailleurs, qui effectivement a parlé davantage sur les factures clients émises, mais on a quelqu'un qui voudrait savoir comment aujourd'hui vous traitez vos factures fournisseurs, comment vous les gérez. Alors, attendez, ne bougez pas, je vais pouvoir répondre puisque là, il s'est absenté quelques instants. Ah, d'accord. Aujourd'hui, les factures fournisseurs sont réceptionnées au format papier, mais est prévu de mettre en place un système effectivement dématérialisé de factures fournisseurs également. Voilà. Donc, c'est simple, hein, que ce soit des factures qui viennent format papier ou au format électronique. Il y aura aussi, pareil, un audit qui sera effectué sur le mode de réception des factures, intégration d'un PCG sur la plateforme, pourquoi pas de l'analytique, et puis ensuite un workflow pour le traitement et avec la traçabilité et l'archivage. Même chose. Et dans ce workflow-là, il y aura, donc, le valideur va recevoir une notification l'informant qu'il a une facture à valider. Mais aujourd'hui, le traitement est papier. Monsieur Lochet reçoit à peu près une cinquantaine de factures fournisseurs par mois qui sont traitées de façon papier. Voilà, et manuelle, pardon. Merci. Alors, on a une autre question sur la plateforme de Quadient pour savoir si vous vérifiez que l'envoi des factures par mail arrive bien à destination avec toutes les mesures de lutte contre le spam. Alors, oui, on s'assure de cela, si vous voulez, puisque nous, notre solution permet justement de répondre à ces contraintes-là. On va interroger le serveur SMTP distant qui, lui, va nous renvoyer une information sur le nom de domaine de l'adresse mail, par exemple, et on va voir si elle existe. Donc, une fois que ça existe, on remonte l'information comme quoi le document a été lu et qu'il a bien été réceptionné. À ce titre-là, nous, ce qu'on préconise, c'est le mode d'envoi portail. Pourquoi? Parce qu'à travers le mode d'envoi portail, je vais informer le destinataire qu'il y a la mise à disposition d'une facture sur son portail et quelque part, ce dernier va aller faire la démarche de se connecter directement sur le portail. Et dès l'instant où il fait cette démarche de connexion, nous, on a l'information qu'il est allé prendre connaissance du document. Quand on envoie une facture par mail, même si on a la preuve que le mail est bien arrivé à destination, qu'on a passé tous les gages de sécurité, toute la partie spam, on n'a pas la connaissance que le client final a pris la connaissance du contenu, vous voyez. Alors qu'à travers la mise à disposition sur un portail, c'est une démarche du client, donc on sait quand est-ce qu'il s'est connecté et on sait quand est-ce qu'il a récupéré les documents. Quelque part, je reçois un mail, donc je sais qu'il a été lu, je sais qu'il a été reçu, mais on n'est pas à l'abri de tomber sur des personnes de mauvaise foi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on préconise plutôt l'envoi sur un portail. Alors, question suivante, qui était digitalisation égale plus aucune facture papier en interne, aucune impression et classement que sur écran. Alors, oui et non, j'ai envie de vous dire. La digitalisation, comme disait Patrice en introduction, elle dépend du niveau de digitalisation que vous voulez avoir.
Et aujourd'hui, on n'a pas encore cette obligation pour la facture d'être en facture électronique, donc on peut toujours avoir encore de la facture papier. Là, typiquement, notre client expliquait que lui, il a digitalisé que ses factures clients, donc que ses factures sortantes, mais que pour ses factures fournisseurs, il est encore sur du papier. On peut digitaliser l'ensemble, l'entrant comme le sortant, et pour les clients, on peut encore aussi avoir des clients qui refusent l'électronique et veulent le papier. Pour rappel, il n'y a aucune obligation légale qui impose à une entreprise d'obliger le format électronique. C'est-à-dire qu'il faut que pour la facture électronique, il y ait un accord mutuel des deux parties qui disent OK, on est d'accord pour aller sur la facture électronique. Après, on peut avoir des entreprises qui indiquent des conditions quand même en disant bah voilà, nous aujourd'hui c'est l'électronique qu'on privilégie, on conserve le papier, mais il y aura peut-être un coût ou un abonnement ou quelque chose parce que voilà, nous ça nous génère des coûts et qu'aujourd'hui on veut plus passer sur le papier et amener du coup progressivement les clients à aller sur le papier. Mais donc on peut conserver bien sûr de la facture papier en interne. Après, rien n'empêche aussi l'entreprise de conserver un classement papier, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt quand on passe à la digitalisation. L'objectif, c'est vraiment de dématérialiser, donc c'est-à-dire de rendre non matériels les documents papier et de les stocker uniquement de manière électronique. Alors, on a une autre question qui était transmission uniquement par informatique à l'expert comptable. Non plus, Enfin, là, c'est pareil. Effectivement, l'expert comptable, quand on lui transmet, que ce soit les factures de vente ou les factures fournisseurs pour la révision comptable, si on transmet ce qu'on appelle la boîte à chaussures, c'est-à-dire que on a imprimé ces factures et on lui donne comme ça en fin de mois, eux, derrière, ils ont une ressaisie. Et la saisie, c'est facturé aussi. Donc, le fait de pouvoir aussi transmettre de manière électronique les factures, qu'elles soient fournisseurs ou clients à l'expert comptable, ça va aussi permettre d'impacter ce budget-là de l'entreprise, à savoir la ressaisie des factures par l'expert. Ensuite, on avait comme question concernant l'intégration des factures fournisseurs, donc là ça va plutôt être pour toi Patrice, comment va se paramétrer l'import selon le plan comptable de chaque entreprise? Alors, par rapport à cela, nous, comme je disais tout à l'heure, on fait un audit. On tient compte du PCG de chaque entreprise et on l'intègre sur la plateforme. Donc, une fois qu'il est intégré et qu'on reçoit les factures, cette table de référence, cette concordance se fait de façon automatique et correspond au mode de fonctionnement de l'entreprise concernée, si vous voulez. Donc, j'intègre d'abord ma table de référence PCG. J'intègre aussi, pourquoi pas, s'il le faut, de l'analytique, cette notion de valideur également. Je reçois mes factures, que ce soit des factures de frais généraux ou des factures avec bon de commande. Soit je fais la réconciliation sur la plateforme facture bon de commande où je la fais en amont sur le logiciel EVP et après, je traite les documents que j'ai reçus. Puisque je vais faire une ossarisation de l'ensemble de la facture, je vais regarder l'entête et le pied de page, et puis après, je mets à disposition du comptable pour qu'il valide ou pas les informations qui sont extraites. L'association avec le PCG peut se faire de façon automatique, ou sinon, le comptable peut toujours sur la plateforme réaffecter le bon compte comptable, tout simplement, de façon manuelle. Alors, une question sur le rapprochement. Comment va se faire le rapprochement des BL avec les factures quand on a des bons de livraison papier? Alors, quand on a des bons de livraison papier, alors si vous voulez, c'est ce que j'ai dit juste avant, on va intégrer sur la plateforme un référentiel, le référentiel des bons de commande avec l'ensemble des lignes de détail. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'intègre sur la plateforme NeoTouch via un fichier CSV toutes ces informations. Je reçois après au format papier la facture du fournisseur. Sur la facture du fournisseur est indiqué le numéro de commande. Et après, une fois qu'il est autorisé, je fais le rapprochement directement avec tous les éléments qui ont été intégrés en amont pour que ça puisse intégrer le workflow et pour que toutes les données soient rattachées à la facture. Donc,
Le bon de commande ou le BL papier, lui, va pas être, si par exemple il est écrit de façon manuscrite, il va pas être ossérisé. Ce sont pas des informations que je vais pouvoir extraire. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut un référentiel en amont pour pouvoir ensuite effectuer le rapprochement. Merci Patrice. Alors, on a aussi une question sur le respect du RGPD. Alors, sur la partie RGPD, si vous voulez, nous, en tant que sous-traitant, effectivement, on va traiter des données à caractère personnel. Voilà. Donc, si vous voulez, on a toute une charte où on s'engage effectivement à respecter, en fonction de la norme de l'Union européenne qui a été mise en place, à ne pas divulguer les informations à caractère personnel. Il faut juste savoir, par exemple, que nous, on va simplement utiliser les métadonnées pour pouvoir traiter les documents. Et puis ensuite, au bout de 2 mois, ces métadonnées sont complètement supprimées de notre plateforme. Donc, dans les conditions générales de vente de nos contrats, on a tout un paragraphe sur la partie RGPD avec nos engagements et comment nous traitons les données à caractère personnel avec nos obligations et tout ce que l'on met en place pour protéger cet aspect-là. Du coup, il y a une question sur le fait que ça veut dire que le client final peut avoir des dizaines de portails différents. Non. Le client final a un identifiant unique et si tu veux, enfin si vous voulez, pardon, on va faire le rapprochement par rapport à cet identifiant-là. C'est-à-dire que quand je suis sur un mode d'envoi portail, à chaque fois, le client va avoir l'historique des factures sur son seul et même portail. Il n'y aura pas un portail qui va se créer dynamiquement à chaque fois qu'il y aura une facture. Puisque nous, on va regrouper par rapport au numéro client et créer un seul et même portail où il aura l'ensemble de ses factures. Alors, on a des questions sur les coûts maintenant des différents outils. Alors, les coûts avec EBP et les coûts de Quadient. Donc, pour les coûts avec EBP, la liaison entre EBP et Quadient, aujourd'hui, elle est disponible sur les versions de gestion commerciale Pro et ligne PME. Et elle est disponible aussi bien sur les produits en desk, donc installés sur un poste fixe, que sur les produits en SaaS, donc disponibles en ligne. Et il faut bien sûr avoir un abonnement à un contrat de service EBP qui permet d'avoir la dernière version et de faire en tout cas la liaison. Et pour la partie Quadient, je laisse Patrice expliquer le fonctionnement. Alors pour la partie Quadient, c'est simple, effectivement, il y aura un frais de setup comme l'a dit Nathalie, et après vous allez avoir des usages. Donc vous envoyez une facture par mail, portail ou papier, il y a un prix défini. Donc, il n'y a pas une notion d'engagement. Vous ne serez facturé uniquement que de ce que vous consommez. À savoir, si vous envoyez des factures, vous êtes sujet à facturation. Si vous n'envoyez pas de facture, vous n'êtes pas facturé. On a choisi ce mode de fonctionnement pour pouvoir vous rassurer vous et pour que vous ayez vraiment un suivi précis et exact de ce que vous envoyez. Donc, on définit canal d'envoi et à chaque canal d'envoi, j'ai une facturation à l'usage. Voilà. Alors, il y avait une question qui nous dit « On peut penser qu'il y aura un portail par éditeur de dématérialisation ». Donc là, ça veut dire que vous entendez que vous avez plusieurs fournisseurs de solutions de dématérialisation ? J'imagine. Si c'est ça, oui, dans ce cas-là, si vous souscrivez différentes solutions auprès de différents éditeurs, forcément, ils ne mutualiseront pas leur portail. Donc, l'idée, effectivement, c'est d'être avec un fournisseur qui puisse vous permettre de gérer, enfin, en tout cas, sur la partie sortante, d'être avec un seul fournisseur, un seul et unique fournisseur. Après, si ce n'était pas forcément ça la question, n'hésitez pas à repréciser votre demande. On a des questions sur le coût lié au volume. Patrice ? Alors, il n'y a pas de coût lié au volume. On a fait les coûts les plus agressifs possibles en fonction du potentiel que l'on pouvait avoir dans le cadre du partenariat EBP.
mais nous n'avons pas décidé de faire de coûts liés au volume. Donc, que vous envoyez une ou X factures, vous aurez un prix qui sera compétitif sur le marché de la démat autour de cette offre-là. Une question qui est de savoir quel coût compter par facture, à la facture au final. Alors, tout va dépendre du mode d'envoi. Voilà. Par exemple, une facture envoyée par mail, elle va vous coûter 11 centimes. Voilà. Avec tout ce qui va avec, à savoir la preuve comme quoi ça a bien été expédié à l'adresse mail du destinataire, la traçabilité de bout en bout, tout son suivi. Donc, je vous donne un exemple de prix, quoi, par exemple. Alors, on va devoir rendre la salle du webinaire. Du coup, je vous invite, n'hésitez pas à nous adresser vos questions. Alors, on va vous adresser un mail avec le replay de ce webinaire et les différentes brochures sur les solutions. Ensuite, n'hésitez pas à vous rapprocher de Quadient ou de BP si vous voulez approfondir des questions d'ordre commercial sur l'outil ou de tarification pour qu'on puisse vous répondre plus dans le détail. Patrice peut également être là pour un accompagnement personnalisé. On a lancé un petit sondage sur l'outil, si vous le voyez, pour vous demander si vous aviez un projet de dématérialisation et de digitalisation, si jamais il y a des notions d'urgence ou pas, qu'on puisse reprendre contact avec vous au besoin. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre 2 petites secondes pour y répondre. Merci beaucoup en tout cas à tous de votre participation et puis je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir. Merci beaucoup et j'espère qu'on a été clair dans ce que vous recherchez. Bonne journée.